Qu'est-ce que le Bénin t'a apporté? Plein de choses. Déjà, d'un point de vue personnel, je pense que le Bénin m'a permis de me découvrir. D'un point de vue histoire, c'est-à-dire que, comme je disais, j'ai pu faire des liens entre mon histoire antillaise et l'histoire de ce continent. J'ai trouvé quand même quelques similitudes et ça m'a beaucoup rapproché en fait de l'Afrique, puisque je suis vraiment un amoureux vraiment de l'Afrique. Et ça m'a permis, comme je disais plutôt, de déconstruire vraiment les images que j'avais par rapport à l'Afrique, qui n'a rien, mais absolument rien à envier à des pays comme la France ou autre. C'est-à-dire, c'est un cadre de vie. Et pour être sincère, c'est pas parce que ma femme est béninoise que je le dis, mais les conditions de vie que j'ai expérimentées au Bénin, waouh! Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voix compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker, à les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast, et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur Dom Talk Podcast. Aujourd'hui je reçois Steven. Salut Steven, comment tu vas? Salut Nico, ça va très bien et toi? Ouais, ça va super. Alors Steven, t'es un Martiniquais de 28 ans. Là, on fait l'interview à distance, parce que toi, t'es à Marseille et moi, je suis à Paris. Exact. C'est ça. Alors, ce que ça marche, chers auditeurs, c'est que Steven, on se connaît depuis quelques temps, puisqu'en fait, on a habité dans la même résidence à l'époque, quand on était tous les deux en prépa en Martinique. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. Alors, si je t'ai contacté, c'est parce que je trouve que t'as un parcours super intéressant. Actuellement, t'es ingénieur d'affaires, entrepreneur, et entre tout ça, t'as vécu 2 ans au Bénin, et je veux que tu m'en parles un peu plus. J'ai envie que tu me racontes tout ça. Alors, je t'ai préparé un petit quiz pour commencer doucement. Je vais pas commencer dans les D'accord. questions. Ok, très bien, très bien. On commence tout doucement, tu vois, une petite introduction et après on va y aller. Alors, ce soir, c'est un petit quiz très gastronomique, hein. On va passer des Antilles au Bénin. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu préfères entre le fricassé de lambi ou le migan de fruits à pain? Wow, il y a pas photo, hein. Fricassé de lambi, ouais, Fricassé ça. de Je suis lambi? team fricassé de lambi, ouais. Ok. Est-ce que tu le prends avec des frites ou du riz? Non, généralement avec du riz. Du riz, c'est parfait, ouais. Classique, ouais. T'es déjà allé à Sainte-Luce le manger et tout? Ah ben bien sûr, en fait, pas plus tard, ouais, c'était en novembre dernier. Ça me rappelle des souvenirs. Donc c'était ouais à côté du Barack Obama, tu sais Oui, le long je de la vois, ouais. mer, ouais, effectivement. Ok, C'était super, ouais, ça. bah oui. Non, mais c'est vrai que enfin, pour ceux qui savent pas, mais en gros, les restaurants, ils sont sur le bord de la plage, donc t'as vraiment les pieds dans le sable. Et du coup, les chaises et tout, les tables sont sur le sable. Et tu sais, quand tu t'es assis, la chaise qui s'enfonce dans le sable. Enfin, c'est trop bien. Puis t'as le bruit de la mer, là, qui tape un peu à chaque fois sur le rivage. Du coup, ça accompagne ton repas. Donc, c'est une belle symphonie. Ok, fricassé de lambi, très bien. Tu préfères plutôt le amio de poulet ou le atassi? Là, t'as bien cherché, mais je préfère le Amiwo. Amio? Ok, Ouais, d'accord, d'accord. Amiwo. Ok. Alors, pour nos auditeurs qui sont pas béninois ou qui connaissent pas, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, ces deux plats? Ouais, en fait, souvent au Bénin, on le mange, c'est de la pâte de maïs. Que voilà, c'est de la pâte de maïs qui est avec souvent servi avec un poulet qui s'appelle le poulet bicyclette, donc qui est du Bénin. Et ouais, c'est un des plats emblématiques parmi tant d'autres. Oui, bah oui, Hein. j'imagine, ouais. Donc ouais, voilà. Et le atassi, c'est quoi? Donc le atassi, donc là, ce sera du riz dans lequel souvent on va venir mettre une friture. Donc je saurais pas comment expliquer ça, hein. C'est vraiment une sauce friture qui est assez pimentée et qu'on va venir mettre dans le plat souvent avec un petit poisson. Et en fait, c'est quelque chose qu'on mange. En tout cas, moi, tu mangeais souvent au petit déjeuner et traditionnellement, ça se mange au petit déj. Donc c'est pour lancer la journée, quoi. Ah ouais. Donc là-bas, ils mangent plus des petits déj salés, ou ça dépend? Je dirais que ça dépend. Je dirais que ça dépend. C'est vraiment une spécialité particulière. Enfin, c'est pas, on va pas en manger tous les jours non plus parce que ça reste quand même assez lourd. Mais non, il n'y a pas vraiment de règles sucrées-salées par rapport à ça. Ok, d'accord. Tu fais comme tu le sens, quoi. Si t'as une grosse journée, tu prends ton atassi pour être bien calé jusqu'à 13-14 heures et après Voilà, c'est Ouais, un peu ça. ok. D'accord. Ok, super, super. Et t'as parlé de poulet bicyclette. Pourquoi bicyclette? Enfin, ça a une signification ou c'est juste le nom? Ouais, c'est que normalement, tu sais, la majorité des poulets que l'on trouve souvent en Europe ou aux Antilles, c'est des poulets qui sont assez charnus. Le poulet bicyclette, là où il va se distinguer, c'est il est assez ferme, donc il est assez. Tu vas pas trouver autant de chair
tu vois, que les poulets classiques. Mais c'est un poulet qui est très très bon quand c'est pas préparé façon béninoise. Donc ouais, c'est juste, on dit bicyclette. Bon, c'est un poulet qui est assez ferme, qui est assez, voilà, on dirait sportif, voilà. Sportif, ok, non, je comprends. Ok, ok, d'accord. Donc il prend pas Il trop est de comme gras. les cuisses. Il fait pas trop de gras, quoi, d'accord. C'est comme les cuisses des cyclistes, quoi. C'est que du muscle, quoi. C'est Exact. D'où exact. Ok, l'appellation. ok. De l'appellation. Ok, ok, très bien. Et la dernière petite question. Si tu as 3 semaines de vacances, tu préfères aller en Martinique ou au Bénin? 3 semaines de vacances. Allez, Martinique. Ça, c'est Martinique? la question Ah, piège. je- Pourquoi tu j'ai aimes les hésité à la questions comme mettre. ça? Ah, écoute, je l'ai piqué un petit peu. Non, ça va. Non, mais Non, c'est pour Martinique, que Martinique. Martinique, ok, ok. Non, mais je sais que, enfin, je pense que nos éditeurs vont le découvrir, mais je sais que maintenant, enfin, t'as la culture des deux pays et comment dire, enfin, maintenant, on peut dire que oui, t'as la culture des pays. Du coup, c'était intéressant d'en parler un peu. Bah après, Martinique, surtout pour la plage, ouais. Ok. Alors, Steven, quand je te dis Martinique, c'est quoi les premiers mots qui te viennent? Alors, les premiers mots qui me viennent, c'est soleil, plage et bonne humeur. Ah, trop bien. La bonne humeur, tu la vois comment? Après, je trouve qu'elle se caractérise vraiment ben, quasiment au jour le jour, avec tous les jours. C'est-à-dire, ça peut être un sourire que tu vas avoir ben, quand tu sors, tu rencontres des voisins qui te ramènent, je sais pas, un fruit ou un légume. Ça peut être un sound system que tu entends au loin. C'est vraiment un peu tout ça qui fait, si tu veux, cette atmosphère et cet univers bonne humeur, en tout cas en Martinique. Non, c'est vrai, je te rejoins sur ça parce qu'effectivement, enfin, on en parlait un peu tout à l'heure, mais par exemple, quand tu marches dans la rue et que les gens te disent bonjour, naturellement, quand tu passes à côté d'eux, ça fait partie un peu de notre qualité de vie, je dirais. Quelque chose vraiment de caractéristique, tu vois, à la vie de chez nous et ça fait super plaisir. Toi, qu'est-ce que t'aimes faire en Martinique? Qu'est-ce que j'aime faire en Martinique? Manger de la glace. Manioc, je précise. Ah ouais? Putain, trop ouf. Ouais, c'est bon. Je suis un amoureux de la glace martiniquaise. Et c'est vrai qu'en Martinique, on a une façon spéciale quand même de faire de la glace puisqu'on utilise des fruits et des légumes locaux. Et c'est des choses que j'arrive pas à retrouver. Donc, quand je reviens en Martinique, c'est vraiment un gros hobby. Souvent, bah, quasiment tous les 2 jours, ouais, je mangeais un peu de glace. Mais sinon, à part ça, ouais, c'est la plage. Ça aussi, c'est vraiment ben, caractéristique de ce qu'on peut faire quand on revient au pays, plage et glace. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est un très bon combo. D'ailleurs, parce que du coup, t'es plutôt sorbet ou glace? Oh, moi, je suis plutôt glace. Glace, ok, d'accord, ok, ok, ok. Parce que moi, je t'avoue, le sorbet coco là, quand il sort de la sorbetière, pour moi, c'est divin, tu vois. Enfin, avec, parce que je suis allé à la Foire de Paris là le week-end dernier, et il y avait, du coup, j'ai pris du sorbet, et tu sais, il y a les épices, il y avait, pardon, t'as le citron un peu râpé, t'as la vanille dedans. Franchement, c'est trop bon. C'est un délice. Et du coup, la vie à Martinique, pour toi, elle ressemble à quoi? C'est-à-dire, Dans le sens, bah, si tu devais décrire ton quotidien, ouais, ton quotidien là-bas, ce serait quoi? Enfin, comment tu le verrais? bon, c'est vrai que quand je parle du haut de mes 28 ans, entre guillemets, quand je reviens en Martinique, c'est plutôt avec l'œil, entre guillemets, de vacancier qui, certes, a vécu sur l'île pendant un certain nombre d'années, mais qui, ben, du coup, a un œil un peu détaché, c'est-à-dire que souvent, quand on revient au pays, donc pendant les grandes vacances, 1 ou 2 mois, etc., donc on se précipite pour faire ben, certaines activités comme celles que j'ai pu citer, mais on n'est pas connecté vraiment au quotidien de l'île. C'est-à-dire quand je retourne, je vois mes parents, donc on la routine, le travail, ils vont dans les supermarchés et tout, et donc j'ai un regard peut-être qui est un peu tronqué par rapport à quelqu'un ben, qui vit toute l'année là-bas. Pour répondre à ta question, quand je suis revenu, en tout cas avec cet œil de vacancier, puisque ça faisait quand même depuis 3 ans et demi que j'étais pas revenu, donc j'y suis allé, c'était en octobre dernier. J'ai constaté quand même que l'île avait pas mal changé. Pas mal de choses avaient évolué depuis que j'étais parti. Et bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, j'ai senti un changement. Et c'est un peu ça, en gros. Et juste pour savoir, c'est un changement positif pour toi ou plutôt négatif? À vrai dire, c'était plutôt négatif. Pour préciser un peu, c'était, ben, je suis revenu dans mon quartier. Hein, pour ceux qui le savent pas, je suis né ben, à Trinité, donc à Tartane. J'ai passé mon enfance là-bas, j'ai grandi là-bas. Et quand je suis revenu, ben, il y a quelques mois, je me suis rendu compte
qu'il y avait pas mal de maisons qui étaient fermées, abandonnées, etc. Et ben tout simplement, je pose la question à mes parents, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas pourquoi il y a tant de maisons fermées, etc. Et ils m'expliquent, au final, c'est des personnes qui sont mortes, les enfants sont à l'étranger, ils n'ont pas repris l'héritage familial, etc. Et ça fait un peu, en tout cas un peu vide, dans le sens où toi tu reviens, t'as plus d'amis là-bas puisque tout le monde fait sa vie, tout le monde est en métropole, il reste les parents, donc des personnes d'une certaine catégorie d'âge. Et le quartier commence à se dépeupler. Personnellement, ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit, si ça se passe à Tartane, donc qui est déjà un petit quartier, hein, j'ose pas imaginer ce qui doit se passer dans les autres communes. Et c'est dans ce sens que je dis, voilà, c'était plutôt une vision négative dans le sens où on sent que l'île est en train de se dépeupler, est en train de perdre un peu de ses forces vives et que c'est dommage. Ouais, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas mal de fois, enfin, tu sais, dans les médias et tout, on voit les chiffres et tout, mais peut-être qu'on s'en rend pas compte. Et je pense que là, tu l'as vu concrètement, enfin, l'effet, en fait, de ce qui se passe quand, t'as une population qui vieillit et du coup, les plus âgés, comment dire, petit à petit, et du coup, la population, en tout cas, on perd des habitants, mais vu que les jeunes sont partis et ceux qui sont sur place font moins d'enfants, du coup, il y a la population diminue, quoi, au fur et à mesure. Mm. Ok. Exact. D'accord, ok. Ouais, c'est quand même, ouais, j'avoue, je pense que ça doit être quand même un peu, ouais, poignant, tu sais, dans le quartier où t'as grandi, tu vois les maisons fermées et tout, volets fermés. Ça fait un peu comme si c'était des villes où tu sais, t'as des résidences secondaires. Bon, là, c'est pas le cas, tu vois, mais t'as certaines villes en France, quand tu passes, tu sais que, tu vois, tous les volets sont fermés, mais c'est parce que c'est des maisons secondaires. Et là, c'est un autre cas, quoi. Donc, c'est un peu, ouais, c'est un peu dur, je pense. Non, c'est vrai que c'est un peu dur. Et à côté de ça, c'est-à-dire quand tu vis cette situation, par exemple, je suis resté 2 mois et demi là-bas, et t'as des gens qui passaient, principalement des étrangers, donc qui passaient chez nous pour demander si telle ou telle maison était à vendre, parce qu'ils souhaitaient bien s'installer là-bas. Ils trouvent que le coin est sympa. Et je me dis, c'est dommage. Moi aussi, j'aurais bien aimé peut-être investir aux Antilles. Bon, après, il y a le coût de l'immobilier qui fait que des fois, ça peut être un peu prohibitif. Mais j'observe vraiment un dépeuplement et puis d'autres personnes qui voient le potentiel de l'île, ont envie de s'installer, ont peut-être aussi les moyens et ont vraiment à cœur, voilà, de nouer leur cocon là-bas et puis développer les choses. Donc, c'est vrai que ces deux visions-là, franchement, c'est assez poignant quand tu as vécu dans ce quartier pendant toute ton enfance. Quand t'es rentré en Martinique, t'avais plus l'œil de vacancier puisque bon là tu vis pas sur l'île, t'es en Hexagone. Je voulais savoir du coup, donc toi t'étais parti à l'époque pour faire tes études d'ingénieur. Donc t'avais quel âge quand t'es parti? Waouh, je devais avoir normalement, si je me trompe pas, 20, ouais, 20 ans à peu près. Comment tu l'as vécu ce départ? Après ce départ en lui-même à la Martinique, bon, c'est un peu entre guillemets déchirant dans la mesure où c'est une première hein, souvent pour nous, c'est-à-dire qu'on est déjà allé en métropole ou ailleurs pour des vacances, mais là se dire qu'on va passer une année pleine, une année seule, loin des siens. Loin de sa famille, je vais pas faire le mec hein, ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est quand même un moment déchirant. Après, puisque moi j'ai fait mes études à Rouen, donc en Normandie, j'ai eu la chance d'entrer dans une école d'ingénieur où il y avait quand même une forte communauté antillaise. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé pendant cette phase d'intégration en Hexagone. Ça m'a permis de trouver rapidement des repères par rapport à mon environnement habituel et ça m'a beaucoup aidé dans mon installation. Est-ce que t'as pu te faire des amis avec des personnes qui n'étaient pas forcément antillaises ou ultramarines? Oui, bien sûr, puisqu'après, dans l'école dans laquelle j'étais, c'était une école où il y avait beaucoup de personnes de nationalités différentes, où il y avait des délégations chinoises, il y avait une forte partie des étudiants qui étaient africains d'origine africaine. Donc ça fait que, au final, oui, ça permet de tisser des liens, de s'ouvrir au monde, de découvrir un peu ce que les autres font. Et en tout cas, ça m'a permis de lier et de tisser pas mal de liens avec des personnes d'origine diverses. Ok, trop bien. Du coup, l'éloignement, tu le vivais plutôt bien? Comment tu l'as vécu toi l'éloignement avec la Martinique pendant tes années d'études? Après, pour répondre honnêtement, au début, il y a la phase de choc, c'est-à-dire bon, on arrive, on prend ses repères, on essaie de voilà, de voir la ligne de bus, le métro. On découvre des choses qu'on n'avait pas spécialement
vu précédemment dans notre autre vie, entre guillemets. Et ça fait qu'au début, il y a cette phase de choc et puis ensuite, il y a la phase d'adaptation. Je pense qu'on est souvent assez débrouillard, etc. On arrive à prendre nos repères assez vite et puis là, on commence à s'adapter à notre environnement et à se dire que là, c'est pour de bon, qu'on est là pour vivre pendant 1 an, 2 ou 3 ou plus là-bas et qu'il va falloir s'y faire, quoi. Donc au final, ça devient un peu une habitude, on l'accepte, quoi. Mais tu l'acceptes de bon cœur ou tu l'acceptes parce que c'est la situation et t'es obligé de t'adapter et t'as pas le choix? Après, on l'accepte souvent parce que on n'a pas le choix. C'est-à-dire que d'un côté, on a une situation, on reste en Martinique, surtout si on fait des études supérieures, à un moment, on atteint un certain plafond, et d'un autre côté, on sait que la métropole, enfin l'Hexagone du moins, c'est ce que c'est, mais c'est quand même une certaine ouverture en termes d'opportunités pour nous. Ça peut nous permettre d'évoluer et puis ensuite de revenir peut-être à la Martinique pour faire valoir notre savoir-faire. Donc, à un moment, c'est vraiment par la force des choses. Je pense qu'on est obligé de partir là-bas pour justement s'ouvrir au monde, découvrir d'autres opportunités et voir ce qu'on peut ramener au pays. Tu m'as dit que t'as rencontré des étudiants internationaux, donc de différents pays et différentes origines. T'as rencontré des étudiants africains. Comment ça s'est passé la rencontre du coup quand tu disais que t'étais antillais, comment ça s'est passé? Tu Est-ce que parles de ça la rencontre entre étudiants Oui, antillais et ouais, africains, c'est ça? africains, ouais, ouais, ouais. Après, j'ai envie de dire que les plus belles histoires que j'ai gardées de ces années en école d'ingénieur, ça a été beaucoup avec des étudiants originaires d'Afrique. On a passé de bons moments, tissé de bons liens ensemble. Je pense que le feeling passe naturellement assez bien avec des amis sénégalais, etc., dans la façon de s'amuser, de faire la fête, de travailler aussi. Donc, de façon générale, de ceux que j'ai pu voir, en tout cas de ma propre expérience et de celles que j'ai pu voir des autres autour de moi, c'est souvent des expériences qui sont assez intéressantes et le feeling, comme je dis, il passe souvent assez bien entre nous. Ouais, non, je te rejoins. Parce que j'ai eu la chance, du coup, j'étais parti en expat 5 mois aux États-Unis et du coup, il y avait des étudiants aussi africains. Et franchement, c'était un plaisir, tu vois. Enfin, en gros, mais tu vois, il y avait ce truc de, après, c'est mon cas personnel, c'est mon ressenti, mais je trouvais que c'est un peu ce truc de, quelque part, eux, comment dire, tu sais, ils ont vraiment leur culture, je sais pas comment dire. Tu vois, nous, tu sais, on a un mélange un peu de plein d'influences et c'est pas que j'étais jaloux, mais je kiffais le fait que eux, tu sais, ils puissent dire, genre, je suis sénégalais, je suis béninois, et genre, c'est ça, ma culture. Je dis pas que nous, on n'a pas de culture en tant qu'antillais, mais, tu sais, on a un peu ce questionnement identitaire, des fois. Mais tu sais, eux, y a pas ça, tu vois. Et, tu sais, je trouvais ça beau, en fait. Et je me disais, putain, entre guillemets, enfin, en tout cas, quand je les voyais, je me disais, je trouvais qu'ils se posaient moins de questions que nous, tu vois. Parce qu'en gros, tu sais, ils savent d'où ils viennent, tout ça. Enfin, il y a moins ces questionnements-là, je trouve. Du coup, je trouvais ça bien, tu vois. Voilà, c'était marrant, ça aussi. Mais du coup, Bien sûr. qu'est-ce que ça t'a apporté de les rencontrer? Au-delà de la fête, de t'entendre bien, qu'est-ce que t'en as retiré de ces rencontres? Après, ça m'a permis, honnêtement, en toute franchise, d'avoir une meilleure connaissance de l'Afrique que je connaissais vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire que la vision que j'avais de l'Afrique, depuis que j'avais quitté ou même la Martinique, depuis mes débuts en Martinique, c'était une vision que je voyais souvent à la télé, au travers de films, etc. Et là, j'ai pu discuter, du coup, avec des personnes quand même qui avaient vécu là-bas, qui avaient grandi là-bas, qui avaient fait une partie de leurs études là-bas, qui avaient toujours leur famille là-bas. Et souvent, j'arrivais à discuter avec des personnes de pays différents, donc des Camerounais. Ensuite, tu vas discuter avec des Béninois, ensuite avec des personnes du Niger, des Sénégalais. Et ça te permet d'avoir une vision assez complète, même si l'Afrique, quand même, c'est un grand continent, donc 54 pays. Mais ça permet de voir quand même qu'au final, peut-être aussi que les images que l'on voyait de l'Afrique quand on grandissait aux Antilles, qu'au final, elles étaient peut-être à des années-lumière de la conception qu'on pouvait en avoir et que l'Afrique, voilà, c'est un continent dynamique avec une jeunesse quand même qui est aussi dynamique, qui est en pleine évolution, en pleine croissance. Et ça m'a beaucoup aidé à déconstruire aussi cette image que j'avais de l'Afrique et qui était un peu très lointaine pour moi,
pour être honnête. Ouais, non, c'est vrai que il y a, comment dire, c'est vrai qu'on a une méconnaissance, même si, tu vois, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui vont là-bas, qui font des reportages salis, t'as plein de créateurs de contenu qui ont fait des super reportages sur l'Afrique et tu sens qu'il y a une dynamique où ben, on veut changer cette image-là et, en fait, faire connaître, en fait, comment dire, la vraie Afrique, quoi, pas l'Afrique Mm. dans les reportages biaisés, tu vois. Mais c'est vrai que je pense, en tout cas, du côté des Antilles, il y a peut-être encore cette méconnaissance chez certains, parce que je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, de l'Afrique et tout, et c'est un peu dommage, tu vois, parce que, tu sais, on va voyager partout, sauf là-bas. Enfin, en tout cas, pas forcément, tu vois. C'est pas forcément les premières destinations qui vont venir, alors que il y a des paysages magnifiques dans plein de pays, et je pense que c'est grave à découvrir. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant le temps où t'as fait des études en Hexagone, par rapport au mode de vie, en termes de, s'il y a un truc, une différence, quelque chose qui t'a le plus marqué? Bah, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est, je pense qu'il a fallu que j'habite pendant un certain nombre d'années en Hexagone pour me rendre compte qu'au final, moi, c'est mon point de vue, ce sera jamais chez moi, en fait. C'est-à-dire, je me suis rendu compte quand même que, ben, au final, j'avais beau faire tout ce que je voulais, essayer de m'intégrer ou autre, mais je me sens jamais chez moi quand je dis en Hexagone. Il y a toujours ce petit truc qui me dit, je suis pas d'ici, en fait. C'est, bon, je dis pas que j'ai été victime particulièrement d'épisodes, ah oui, bon, j'ai été victime d'un épisode pas raciste, mais c'est-à-dire qu'à un moment, tu essaies de faire de ton mieux, tu t'intègres, voilà, tu vas à des événements, etc. Mais je pense que je suis pas le seul entier, mais à un moment, on se dit, voilà, c'est pas chez moi, c'est-à-dire c'est pas ma culture, c'est pas mon environnement, bon, j'ai pas grandi ici. Il y a un petit truc qui sonne faux, je sais pas comment l'expliquer, qui me fait dire, ouais, c'est peut-être l'élément le plus marquant au cours de mon séjour en Hexagone. Non, t'inquiète, j'ai ce sentiment-là aussi, donc t'inquiète, c'est... Ok, ça me rassure. Ouais, non, t'inquiète. Moi, j'en ai parlé dans un des épisodes où je crois que c'était la Martinique me manque. Et je disais, c'est un truc tout bête, tu vois, mais des fois, je me balade dans Paris et quand je vois les terrasses, tu vois, il y a plein de Français blancs, tu vois. Et bon, j'ai rien contre ça, mais tu vois, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas chez moi, tu vois. Enfin, genre, c'est pas, en fait, c'est que souvent j'ai l'impression de pas être entouré de gens qui me ressemblent et ça me perturbe, tu vois. Enfin, je me sens seul un peu, tu vois. Déjà qu'on n'est pas beaucoup. Il y a un peu ce côté, genre, t'es perdu dans la masse et du coup, des fois, ça peut être un peu difficile, tu vois, surtout quand tu t'es attaché à l'île et tout. Mais oui, non, je te comprends. Et du coup, c'est vrai que, ouais, tu m'as dit que du coup, t'as rencontré pas mal d'étudiants africains. Et apparemment, ça a peut-être donné envie de connaître plus sur l'Afrique. Puisque du coup, comme j'ai dit en introduction, t'as vécu 2 ans au Bénin. Exact. Et ça m'intéresse, j'ai envie de savoir un peu plus. Ok. Du coup, pourquoi t'es parti au Bénin? Excellente question. En fait, pendant que j'étais à l'ECGLEC, donc en dernière année, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, donc qui est béninoise. Et c'est vrai que j'étais déjà dans cette démarche d'en apprendre un peu plus sur le continent africain, comme j'ai pu le dire. Mais cette rencontre a vraiment accéléré les choses parce que quand on s'est rencontrés en dernière année, moi, j'avais souvent tendance à lui dire, nous, les Antillais, on se considère pas vraiment comme Africains. C'est pas une sorte de rivalité entre nous, mais c'est-à-dire que c'est souvent en fait quelque chose que je sortais parce que à ce moment-là de ma réflexion et de mon parcours, ouais, c'était moi je me disais souvent, les Antillais, voilà, nous on n'est pas Africains, on est d'origines diverses, etc. Et ça m'a poussé en fait cette question qu'on s'est posée tous les deux à faire pas mal de recherches, donc ensemble à se déconstruire. Donc on a lu pas mal de livres, on est remonté sur toute l'histoire des Noirs jusqu'à l'époque de l'Égypte noire. Et tout ça, ça nous a... T'as appuyé, non, mais il faut le dire, parce qu'à chaque fois, il Non, je monte voulais appuyer là-dessus parce qu'il y a pas mal de polémiques actuellement suite à certains propos. Donc tout ça, ça m'a permis de retrouver une certaine fierté à être noir et de comprendre un peu de façon scientifique, parce qu'au final, tous les deux, on est issus de formations scientifiques, et remonter l'histoire comme ça avec des éléments qui sont factuels, qui ont été apportés par des historiens, par des personnes rationnelles, tout de suite, ça nous permet déjà d'avoir une approche qui est un peu plus sereine dans le raisonnement. Et là, on se dit, ok, ouais, je pensais peut-être ça, mais ce que j'étais en train de dire là, peut-être que c'était de la merde en fait. Peut-être que j'avais pas pris de recul. Forcément, j'avais pas fait assez de recherches. Et là, tout de suite, ça change un peu ton paradigme. Tu te dis, ouais. Et si les Antillais étaient africains au final? Et donc, ouais, c'est un peu ça. Tu parlais de comment dire,
d'avoir une approche scientifique sur des faits. Tu lisais par exemple Cheikh Anta Diop, des auteurs comme ça par exemple? Exact, exact. Comment ça s'est passé ton arrivée au Bénin? Comment s'est passée l'arrivée au Bénin? Elle s'est faite en 2 temps. C'est-à-dire que je suis pas parti du jour au lendemain et puis arrivé tout de suite au Bénin. J'avais eu l'occasion de découvrir le Bénin, mais c'était pour un événement personnel, donc c'était, je crois que c'était en septembre 2021. Et ensuite, je suis parti m'installer. C'était en janvier, du coup. Non, je pense que j'ai une erreur dans les dates là. Il me semble que c'était en 2020 et je suis parti m'installer en janvier 2021. Donc, je suis arrivé en septembre, donc c'était pour un événement personnel. Je suis resté 2, 3 semaines, donc ça m'a permis déjà de prendre un peu mes repères, de découvrir un peu sur place comment les gens vivaient, etc. Mais ça m'a pas vraiment permis de comprendre grand-chose. En fait, je suis aussi venu avec l'œil de vacancier et de touriste. Et puis ensuite, ouais, il y a eu l'installation en janvier de l'année d'après, où comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu cette phase de repérage et de repère, parce qu'il faut quand même expliquer que, ouais, au final, quand on est parti, on a remis notre appart, etc. en France, donc c'était une nouvelle vie qui débutait au Bénin. L'arrivée, pour répondre à la question, elle était, je vais pas dire simple, mais plutôt parce que j'avais la chance quand même d'avoir la belle famille qui était sur le Bénin. Donc ça m'a permis de rapidement prendre mes marques, c'est-à-dire trouver un appart rapidement. Ensuite, on a pu acheter une voiture, donc trouver les bons plans pour manger, voilà, à moindre coût. Parce que là-bas, c'est-à-dire tout dépend du style de vie que tu peux avoir, mais souvent tu as le style de vie expatrié, donc les expats étrangers qui vivent en allant faire par exemple leurs courses dans les supermarchés, comme les grandes chaînes comme Super U, etc. Et puis il y a aussi les locaux, on va au marché, on va acheter des choses, on fait nos courses localement, donc forcément c'est pas le même train de vie, le même niveau de vie. Et tous ces petits trucs-là ont fait que mon arrivée au final sur le Bénin c'est plutôt bien passé, dans la mesure où j'étais accompagné par des personnes qui vivaient là-bas, quoi. Tu dirais il t'a fallu combien de temps pour t'adapter à la vie là-bas? Ouais, c'est une bonne question parce que quand je suis arrivé, tout le monde trouvait que je m'adaptais plutôt vite. Je veux dire, ouais, maximum 2 mois ou 1 mois et demi, je pense que c'était. Ah ouais, quand même. Après, l'avantage, ouais, c'est en fait au Bénin, on parle quand même français, donc ça joue pour beaucoup aussi dans la communication. Mais après, c'est aussi dans l'environnement là-bas, c'est-à-dire que j'étais pas dépaysé au final. Je me suis senti un peu comme chez moi, c'est-à-dire il y avait certaines similitudes que je retrouvais. Bon, le climat, la température, ça commence par ça. Ça aide. Ouais, ça aide pour beaucoup. Et puis, il y avait aussi la chaleur humaine, on en discutait tout à l'heure, que j'ai aussi pu retrouver. Donc, forcément, ça aide beaucoup dans le processus d'intégration parce que quand tout le monde est souriant, joyeux, veut te montrer comment les choses fonctionnent. Donc, voilà, il y a une bienveillance qui fait que, au final, le processus d'intégration, c'est plutôt du bonheur, quoi. Est-ce que les gens là-bas, ils te voyaient plus comme un Français noir ou comme un Antillais? Ou c'était pas un sujet, c'était pas un sujet, tu vois? Comment? Après, c'est-à-dire que la différence, elle est marquée. C'est-à-dire quand tu dis que tu viens des Antilles, souvent, les Antilles, on est un peu comme le cousin ou le frère, tu vois, qui revient au pays. On n'est pas dans la même case que, je dirais, le français, mais on est toujours perçu, oui, certes, comme peut-être un étranger, entre guillemets, mais plutôt comme le cousin lointain. Ça aussi, c'est très appréciable parce que, par exemple, entre la Martinique et le Bénin, il y a des liens aussi historiques qui sont forts par rapport au roi Béhanzin, du coup, qui avait été déporté à la Martinique. Donc, beaucoup d'Antillais s'en souviennent toujours, puisqu'il était si je me trompe pas, à Tartanson, donc c'était à Fort-de-France. Donc, il y a aussi, pas mal d'esclaves qui sont arrivés dans nos territoires, étaient originaires, voilà, de cette région du Dahomey. Donc, là-bas aussi, par exemple, au Bénin, ils aiment bien, sont des amateurs de zouk. Ah Donc, ouais? ils Sérieux? connaissent même mieux, Mais ils non, connaissent c'est même trop bien mieux ça. les chansons de zouk que moi. Non, mais je te promets, par exemple, j'arrive, on me dit, ah, mais tu connais pas Jackie Rapon, telle chanson de Jackie Rapon. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va. En Et donc, plus, c'est ça a sûr, c'est un été. Martiniquais parce qu'il y avait un Rapon dans ma classe, donc Ah, les gars sont renseignés.
Non, mais c'est vrai, Ouais. t'arrives et on te sort des chansons de Zouk et tu vois, c'est des trucs que t'as entendu peut-être quand t'étais petit, mais tout le monde connaît les paroles. Je suis là, ah ouais. Et genre, quand tu vas en soirée là-bas, ils passent du zouk et tout? Ouais, bien sûr, c'est-à-dire, ben, ouais, pas mal de ben, soirées, souvent c'est des anniversaires ou des fêtes, etc. Compas à Zouk, ça c'est, si tu trouves une soirée béninoise où on passe pas ça, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais, putain, c'est trop fou, c'est trop bien. Mais en fait, faut qu'on aille au Bénin, en fait. Ouais, C'est ouais, trop ouais, bien. n'hésitez surtout pas, super pays. Stylé, putain. Et au niveau, parce que du coup, c'est vrai que je t'ai posé des questions sur la nourriture au début, sur les plats, les plats typiques. Au niveau de la nourriture, comment ça a été facile ou pas? Parce que du coup, ouais, tu me disais que bon, les expatriés, eux, ils vont dans les supermarchés. Vous allez plus dans les marchés, du coup, les marchés locaux? Oui, c'est vrai que après c'était aussi par coût, enfin par rapport au coût quoi, c'est-à-dire rapport qualité-prix. Faire ses courses dans un marché, manger localement, forcément ça revient moins cher que d'aller dans un super U où c'est des produits qui sont importés, donc voilà, qui ont un certain coût. Par exemple, quand tu veux retrouver un camembert français, etc., c'est des prix quand même qui sont Ouais. Ça va être deux chiffres, quoi, sur le ticket de caisse, quoi. Oui, ça voilà. va monter vite, quoi. Ouais, je vois. Donc, il y a cette première logique qui est celle du coût, et puis il y a cette deuxième logique qui est de se dire, ben, j'arrive quand même pour m'installer dans un pays que je connais pas. La moindre des choses, c'est vraiment de jouer le jeu à fond et d'essayer de découvrir ben, un maximum de plats. Au moins, je pourrais dire, ouais, j'ai goûté, ben, tu en parlais, voilà, j'ai Amiwo, j'ai goûté, je sais pas, d'autres plats, Mandokame, j'ai goûté, je sais pas, tu vois, Gombo. Et moi, je me suis vraiment prêté au jeu, c'est-à-dire tu viens, tu découvres, et puis ça crée du lien aussi avec les gens. Les gens te disent, ah bah tu connais pas, ils te racontent l'histoire du plat, ils te racontent comment c'est fait, et ça facilite aussi le processus d'intégration. Et c'est un peu ça. Très bien. Toi, tu sais cuisiner béninois un peu? Ah C'est la question qui fâche. ouais, Vivement, je veux pas. Après, pour cuisiner, non, c'est la question qui fâche, mais c'est technique quand même. Je vais pas ouais, oui, non, mentir. mais j'avoue, j'ai vu les photos, je me suis dit, ouais, ça, tu fais pas ça juste avec une poêle, hein. Je pense qu'il faut, Ouais. faut quand même, faut être équipé, quoi. C'est-à-dire, je vais pas expérimenter vraiment, enfin, le fait d'être chef de la gastronomie béninoise parce que il y a vraiment des subtilités. C'est-à-dire que je pourrais essayer, mais je suis pas sûr d'aboutir au même résultat et aux mêmes Ouais, saveurs. ouais, je comprends. Et Non, donc, mais ça aurait pu, tu sais, enfin, t'aurais pu, ouais, genre te dire, ouais, je suis chaud, vas-y, j'apprends et tout. Mais après, c'est vrai qu'il y a des, comment dire, tu sais, je pense qu'il y a des recettes qui se transmettent par la famille, il y a des secrets, tu vois, que même si t'apprends sur Internet ou quoi, même si tu regardes, ce sera pas la même. Donc, puis bon, c'est, ouais, comme tu dis, c'est technique, je pense. Donc, ouais, ça peut être un peu long aussi à apprendre. Donc, toi, tu manges plutôt. Toi, tu. ouais, moi je suis plutôt là, je suis plutôt là pour arriver, déguster, dire ah oui c'était très bon, ça me fait penser peut-être à tel plat. Moi je suis plutôt de cette team-là quoi. Et du coup, l'installation, ça a été, vous avez pu trouver un logement facilement? Comment, à ce niveau-là, en termes de logistique, ça a été, vous étiez chez la belle famille, comment ça s'est passé? Ouais, c'est-à-dire ben, qu'au début, donc bon, on était entouré par la belle famille, donc forcément on arrive chez la belle famille. Et puis ensuite on commence, parce qu'on tenait à être sur place pour trouver le logement, parce que forcément, enfin nos attentes ne sont pas celles ben, de la famille et tout, donc on voulait vraiment prendre le temps d'être sur place, trouver le bon logement pour s'installer. Et donc oui, qu'on est arrivé donc chez la belle famille, et puis ensuite on a commencé le processus de recherche. Et puis, bah, ensuite, on a eu la chance de trouver, voilà, un appart qui nous convenait. Et puis, ouais, on est resté là-bas. Ok, super. En termes de coût de la vie, tu dirais que sinon on va comparer à la France, c'est quel budget par mois à peu près il faudrait pour vivre bien sans trop se prendre la tête au Bénin? Ouais, excellente question. Après, c'est des moyens d'avoir. Donc, en termes de budget, c'est sûr que tu dépenseras beaucoup moins si tu es ben, à Cotonou, au Bénin, que si tu es en France. Tu prends différents postes de dépenses. Déjà, le loyer, tu peux trouver plus facilement ben, des maisons ou des appartements, 3 chambres, à des prix qui défient ben, toute concurrence par rapport aux standards que tu as, par exemple, en Europe. Donc,
forcément, déjà, il y a le logement. Ensuite, bon, la voiture, ça reste quand même un gros poste de dépense. Parce que, bon, nous, on a acheté notre voiture sur place, donc il faut dédouaner, etc. Donc, bon, ça a quand même un coût. Ensuite, bon, j'ai expliqué que l'alimentation, ben, ça, quand tu vas au marché, donc forcément, c'est de la négociation aussi. Donc, il faut souvent, t'envoies plutôt des, non, mais t'envoies plutôt des personnes qui sont de là-bas pour négocier les bons prix, pour t'acheter les trucs. Donc ça aussi, ça réduit. Bon, après tout ce qui est eau et l'électricité un peu cher, l'eau ça va. Mais sinon, ouais, à tout casser, bon, tu peux bien vivre, je pense, avec 500 000, 600 000 francs CFA, 700 euros, 800 euros, bien vivre. Ouais. Qu'est-ce que le Bénin t'a apporté pendant ces 2 ans? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience là-bas? Ben, plein de choses, plein de choses. Déjà, d'un point de vue personnel, je pense que le Bénin m'a permis de me découvrir. D'un point de vue histoire, c'est-à-dire que, comme je disais, j'ai pu faire des liens entre mon histoire antillaise et l'histoire bah, de ce continent. J'ai trouvé quand même quelques similitudes et ça m'a beaucoup rapproché en fait de l'Afrique puisque je suis vraiment un amoureux vraiment de l'Afrique. Et ça m'a permis, comme je disais plutôt, de déconstruire vraiment les images que j'avais par rapport à l'Afrique, qui n'a rien, mais absolument rien à envier à des pays comme la France ou autre. C'est-à-dire, c'est un cadre de vie. Et pour être sincère, c'est pas parce que ma femme est béninoise que je le dis, mais les conditions de vie que j'ai expérimentées au Bénin, waouh! Et d'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus de Français viennent, parce que forcément, un coût de la vie un peu, bon, c'est de moins en moins vrai maintenant, parce que bon, de plus en plus de personnes viennent s'installer. Mais c'est-à-dire que la qualité de vie que tu as pour ben, accéder à aller acheter des aliments, prendre un petit goûter, tu vois, par exemple, un truc tout bête. Des fois, j'ai envie d'aller prendre un goûter, je me rends compte que j'ai rien, voilà, je suis obligé d'aller au supermarché, machin. Là, au Bénin, tu peux aller dans la rue, tu vas trouver un goûter, ils font des fois, comment on appelle ça, patate douce frite ou igname frit, c'est sur la voie, là, tu vas prendre ça pour 100 francs, ça va faire quoi, 20-30 centimes, t'as ton petit goûter, t'es calé avec un peu de piment. Tu vois, t'as l'impression que c'est beaucoup plus accessible au niveau de certains trucs et en tout cas c'est une sacrée expérience qui m'a beaucoup apporté et qui m'a beaucoup ouvert les yeux et m'a aidé surtout à déconstruire mon image de l'Afrique où j'ai vu que c'était ben, un continent plein d'opportunités. Il y a aussi l'aspect professionnel, bon, ben, raison aussi pour laquelle je suis allé là-bas et j'ai pu découvrir la façon dont les gens faisaient du business là-bas. Ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment aux antipodes de ce que j'avais pu expérimenter en France ou ailleurs. Et ouais, ça m'a beaucoup marqué. Bah, tu sais bien, tu me fais la perche pour la transition, parce que j'allais y aller. Parce que comme j'ai dit dans l'intro, t'as aussi une casquette entrepreneuriale, puisque t'as co-créé du coup avec ta femme d'Aucune Vie, donc qui est une start-up. Et donc c'est le partenaire branding des entrepreneurs ambitieux de l'Afrofood. Alors, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi vous avez créé d'Aucune Vie et qu'est-ce que vous faites? D'Aucune Vie, en fait, est né d'un constat qui est assez simple, c'est qu'on s'est rendu compte que l'afro-food, nous, l'afro-food, on définit comme tout ce qui est, c'est pas seulement gastronomie africaine, mais c'est gastronomie afro en général, donc gastronomie caribéenne, soul food, etc. On s'est rendu compte qu'au final, on n'est pas très bien représenté ben, sur la scène internationale, c'est-à-dire contrairement à d'autres gastronomies, comme les gastronomies italiennes, gastronomie chinoise, qui ont pas mal de parts de marché. Je sais pas à combien de restos de Bokit, tu vois, à l'international. Il y en a, certes, mais c'est pas encore au même nombre, avec la même ampleur que, par exemple, une pizzeria ou un restaurant chinois. Et partant de ce constat-là, on s'est dit que l'afro-food, là, n'a pas la place qu'elle mérite. Pourquoi nos plats sont si bons? Et il n'y a pas que nous qui le disons dans notre communauté. Je sais pas, moi j'ai pu goûter quand même pas mal de plats africains, etc. Et j'estime, et pas mal de plats antillais aussi, j'estime que notre gastronomie est quand même supérieure. Mais bon, c'est peut-être mon point de vue subjectif à ce qui se fait ailleurs et surtout que pour beaucoup, des fois, notre gastronomie, ben voilà, elle est saine, elle est végane. Donc, on était un peu précurseur sur certains domaines. Et le constat, c'est pourquoi on pète pas à l'international. Et ça nous a donné l'idée, ben, on s'est rendu compte qu'une bonne partie aussi de ces problèmes, c'est dû à un mauvais branding, en fait, de ces produits-là. L'image de ces produits-là, quand tu poses la question, par exemple, à un Français, etc., tu parles de cuisine africaine, il y a des clichés tout de suite qui viennent en tête. Ah, trop épicé. Ah, trop gras. Ah, on n'est pas sûr que ce soit sain. Ah, insalubre. Ah, c'est sale. Et
ça freine un peu, même si c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en train de déconstruire ça sur Paris, etc. Mais ça fait que l'afro-foot, de façon générale, n'arrive pas à atteindre vraiment le potentiel qu'il devrait avoir. Je m'explique, c'est-à-dire comment on sera que l'afro-foot va atteindre son plein potentiel, ben c'est quand on aura peut-être, je sais pas, 100 restaurants de Kids dans le monde, qu'on aura voilà des restaurants entiers à foison à New York, à Caracas, un peu partout dans le monde. Quand ben je sais pas, notre cuisine va être présentée dans des films, quand on aura des chefs qui seront vraiment reconnus comme faisant de la bonne cuisine. Et aujourd'hui, c'est ça en fait notre leitmotiv et enfin notre cheval de bataille aujourd'hui, c'est vraiment donner à l'afro-food la place qu'elle mérite. Donc on dit qu'on est le partenaire branding des entrepreneurs afro-food, parce qu'en fait, l'histoire de l'Okunvi, elle est un peu longue, mais pour revenir vraiment sur l'aspect branding, on accompagne sur 2 volets. Le premier, c'est ben, la stratégie de marque. C'est comment on va prendre ta marque aujourd'hui, regarder ce qui se fait à côté, regarder ce que les autres font, parce qu'il n'y a pas à réinventer la roue. Si les autres sont devant en termes de branding, enfin, au niveau d'autres gastronomies, on a peut-être qu'à copier ce qu'ils font et à l'appliquer pour nous. Et l'idée, c'est vraiment de faire tout ça pour définir une stratégie de marque. Parce que sans stratégie, en fait, t'arrives pas à faire un bon branding. Souvent, ce que les entrepreneurs qui viennent nous voir font, c'est que, OK, ils ont une idée de business dans la food, dans le secteur food, et tout de suite, ce qu'ils vont faire, c'est le logo. C'est-à-dire, ils vont appeler un designer. Ah oui, ben, j'ai une super idée, fais-moi un logo. Ils vont lancer leur concept sur les réseaux sociaux, donc souvent sur Instagram, tu vas avoir une nouvelle marque qui éclot. Et puis, ils vont pas avoir de vente décollée, il y aura pas de traction. Parce que ben, aujourd'hui, c'est saturé, il y a de plus en plus de personnes qui lancent des business. Ils ont du mal vraiment à sortir du lot parce qu'ils n'ont pas pensé le truc. C'est-à-dire, c'est quoi ta stratégie de branding? Aujourd'hui, tu veux vendre, tu veux te démarquer, mais putain, il y a 10 000 personnes qui font peut-être la même chose que toi. Comment tu tires ce message-là? Donc, on accompagne vraiment sur cette stratégie-là qui a pour but de faire sortir les gens du lot et à diffuser leur message. Et ensuite, le deuxième volet sur lequel on accompagne, c'est le packaging. Donc, particulièrement les packaging Doypack, pour ceux qui connaissent pas. Donc, c'est pas des packaging souples. On aide les entrepreneurs à, du coup, accélérer leur vente en réalisant de beaux packaging. Donc, on a une équipe de designers qui fait la partie design et on travaille avec des partenaires d'emballage qui vont pouvoir du coup implémenter cette identité visuelle, ce design sur le packaging pour aider les entrepreneurs afro-food à mieux vendre. Donc aujourd'hui, on est sur ces 2 créneaux, stratégie de marque et packaging. Donc ouais, vous avez vraiment une proposition qui couvre de A à Z quelque part les besoins, en tout cas de positionnement stratégique pour les entrepreneurs, et que pas juste qu'ils fassent des photos de leur place sur Instagram et puis voilà quoi. Ça se résume pas qu'à ça. Ok. Exactement. Ok. Mais tu dirais du coup, c'est quoi les, comment dire, c'est quoi, est-ce qu'il y a des standards en termes de branding pour être cohérent et avoir une stratégie optimale? Non, après, bon, des standards. L'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas à réinventer la roue. Il y a des codes, en fait. C'est-à-dire, tu prends des grandes marques qu'on connaît, Kellogg's, Coca, etc. Certes, elles ont été créées à un moment, mais ce qu'elles maîtrisent, c'est le branding. Et aujourd'hui, elles suivent un process bien établi pour imposer leur marque. Si on observe, en fait, aujourd'hui, le branding, ça devient vraiment une compétence qui est vitale. C'est-à-dire que de plus en plus, on est de plus en plus insensible aux techniques marketing classiques. C'est-à-dire, quand tu reçois un mail ou quelqu'un qui te propose un produit en direct, souvent, tu as un mécanisme de défense qui te dit, ah, ça te saoule, quoi. T'as pas envie d'acheter. C'est un peu, tu vois, réticent. Mais aujourd'hui, la façon de vendre, et on l'observe, les gens qui cartonnent le plus, c'est des gens qui arrivent soit à créer autour de leur marque personnelle un engouement, ou quelqu'un qui arrive à créer un branding ou une traction à fasciner autour de leur marque. Et là, on est en train d'observer un changement de paradigme, c'est que aujourd'hui, c'est le branding qui fait vendre. C'est-à-dire, je vais plus vendre aux gens, mais j'attire les gens à Les moi. gens, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, clairement, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, t'as aussi après ça c'est très marketing et tout, mais t'as l'aspect aussi appartenance. C'est par exemple Harley Davidson, t'achètes ça parce que tu veux appartenir à une communauté de motards et tout ça. BMW et Mercedes, c'est des signes de richesse. iPhone aussi, enfin Apple aussi, pardon. Et voilà, parce que Apple maintenant, c'est plus des téléphones, c'est un signe distinctif, c'est un signe distinctif de classe sociale, quoi. Donc ouais, je Exactement. vois ce que je veux dire. Ok. Et comment
à quel moment vous vous êtes dit, vous allez lancer, enfin être entrepreneur, quoi? Comment tu t'es dit: je vais me lancer»? Comment on se dit qu'on va se lancer? Après, c'est vrai que tous les 2, comme tu le disais, on est issus de formation, on est tous les 2 ingénieurs d'affaires. Donc on est aussi, passionnés par tout ce qui est vente, branding. Mais à un moment, c'est né aussi de ce constat, hein, que je faisais plus tôt, c'est il y a un problème qu'on observe et puis, il y a une solution qui, on pense, peut faire la différence. Donc à un moment, c'est le choix de se dire: «OK, je vois un gap, est-ce que je me lance ou pas?» Nous, c'est vrai qu'au travers de notre parcours professionnel, on avait pu forcément, on est des passionnés de vente, on avait pu découvrir l'intérêt du branding dans le processus de vente. Pour expliquer de façon concrète, moi par exemple, je suis ingénieur d'affaires, je suis de façon plus précise directeur du développement pour une boîte qui commercialise les produits Huawei en Afrique subsaharienne. Donc je m'occupe du développement de la marque Huawei, donc Huawei Fusion Solar, la branche photovoltaïque sur l'Afrique subsaharienne. Et je me suis rendu compte qu'au final, parce que moi dans mon métier, je fais beaucoup d'actions de prospection. Donc en gros, c'est prendre son téléphone, contacter les gens, envoyer des mails, etc. Mais je me suis rendu compte qu'au final, c'est beaucoup le branding de la marque, justement, Huawei, qui joue pour beaucoup pour accélérer les ventes. C'est-à-dire, j'ai beau faire un pitch d'une heure pour expliquer les caractéristiques du produit, mais quand tu dis, OK, Huawei, ah oui, on connaît téléphone, technologie, etc. C'est ça qui fait vendre. De la même façon que tu prends la marque Apple. Apple aujourd'hui, tu vois, tu les vois pas faire de marketing. C'est-à-dire, j'ai jamais vu une pub vraiment d'Apple à la télé. Ouais. Bah, à part quand le nouvel iPhone sort, mais sinon, j'avoue, le reste du temps, ils ont pas besoin de faire tant que ça de pub, en vrai. Voilà. Et c'est un peu, voilà, dans notre expérience professionnelle, on a eu ce constat de voir que le branding, en fait, est super puissant parce que ça peut permettre vraiment d'accélérer les ventes. Et c'est beaucoup plus facile de miser sur ton branding pour accélérer les ventes que de dépenser de l'argent inutilement dans du marketing. Donc, c'est parti, en fait, d'un constat qu'on expérimentait déjà dans nos vies professionnelles et après qu'on a voulu appliquer particulièrement à l'afro-food. Puisque j'imagine que du coup, tu es en contact avec les acteurs de l'afro-food, donc les restaurateurs, etc. Quand tu leur parles du concept, en tout cas de la vision que tu as pour l'afro-food, est-ce qu'ils comprennent, mais enfin c'est plus dans le sens, est-ce qu'ils se disent, ah on n'avait pas pensé à ça, vous avez grave raison, ou est-ce que tu sens qu'il y a encore des réticences, comment les gens répondent à ça, enfin les professionnels du secteur répondent à ça. En gros, est-ce qu'ils ont cette ambition aussi de vouloir, vouloir vraiment atteindre des sommets et élever ça, ou eux ils se disent, bah écoute, moi tant que j'ai mon following sur Instagram et que les clients viennent, ça me va, tu vois. Non, de façon générale, qu'on a du coup commencé à partager cette vision-là, on a pu fédérer quand même pas mal de personnes autour de cette vision-là, parce que tout le monde fait le même constat aujourd'hui du fait que l'afro-food n'a pas la place qu'elle mérite et qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de valorisation et de mise en valeur. Après, c'est vrai qu'on a une approche quand même qui est assez pragmatique, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a aussi en fait, il y a une logique économique à ça. On cherche aussi des opportunités économiques pour notre communauté. Aujourd'hui, le secteur food, que ce soit la restauration, traiteur, marque agroalimentaire, il y a encore un boulevard pour nous, pour aller prendre des opportunités, aussi des opportunités de croissance. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on a des produits qui sont reconnus comme étant des super aliments. On sait que les pays de l'Ouest sont de plus en plus friands de ces super aliments. Donc, c'est se dire, OK, il y a un marché qui va quand même devenir de plus en plus important. Comment, pour des produits qui sont issus de l'Afrique ou de chez nous aux Antilles, on peut aller prendre ces parts de marché-là. C'est-à-dire, c'est souvent des parts des marchés pour l'agroalimentaire, la restauration qui s'expriment en milliards d'euros. Comment on se met, voilà, en ordre de bataille pour aller faire du chiffre et s'offrir des opportunités pour notre communauté? Pourquoi on devrait, et justement, suite au partage de cette vision, j'avais été contacté par un chef martiniquais et il me faisait part d'un constat. Il avait constaté que, par exemple, en centre-ville de Fort-de-France, il y avait un groupe libanais qui avait commencé à acheter, ils avaient lancé plein de restos. Et il dit, c'est dommage, quoi. Pourquoi ils voient pas de Martiniquais qui se lancent plus dans ça? Par exemple, les Libanais, ils sont très connus pour maîtriser, quadriller ce secteur de la restauration, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas des opportunités économiques pour notre communauté? Les autres le font, pourquoi pas nous? Donc, on peut se mettre en ordre de bataille et sachant qu'on a une multitude de produits. On dit demain que c'est l'Afrique qui va nourrir le monde. Et c'est vrai.
sur plein de secteurs, le sans gluten, je parlais des super aliments, sur d'autres secteurs même, on peut y aller et faire une différence. Il vaut mieux le faire maintenant. Et je pense que ce message-là, il résonne avec beaucoup de personnes parce que si on veut augmenter nos parts de marché, ben, le branding aussi est une clé qui peut permettre de faire ça. Pour augmenter les parts de marché, c'est simple. Il faut plus de ventes. Il faut augmenter aussi ben, la marge aussi qu'on se fait sur chaque produit. Donc, c'est ces deux variables-là. Et le branding aujourd'hui permet de jouer sur ces deux variables-là. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Ok. Parce que du coup, parce que j'ai regardé un peu, enfin, j'ai regardé votre site, et c'est vrai qu'on sent la volonté d'avoir une qualité premium, en fait. En tout cas, une présentation très premium des produits, quand tu vois les packaging et tout, et j'avoue que ça donne grave envie. Enfin, t'es là, c'est trop, enfin, déjà, c'est trop beau, je trouve. Enfin, vous verrez, Merci. hein, vous tapez donc c'est DOKUNVI. C'est Vous ça. tapez sur Google et franchement, enfin, t'es là, mais limite c'est de l'art, tu vois. Enfin, c'est tellement beau. Moi, je le mets sur mon mur, tu vois, en mode présentation et tu vois, c'est bon, je l'accroche, tu vois. Non, mais en vrai, Merci. je fais des petites blagues, mais franchement, c'est vraiment beau et on voit que il y a une volonté d'avoir un rendu premium, tu vois. Et ça fait super plaisir, tu vois. Je voyais c'était EBC, si je dis pas de bêtises, ils font du Mm. piment. Et tu vois le packaging. Enfin, en gros, bon, la boîte, elle ressemble un peu à une boîte de Pringles. Enfin, en termes de juste de Mm. format. Mais comment vous l'avez habillé et tout, c'est trop beau. Voilà. Ah, merci. Donc, big up. Non, franchement, ça fait du bon travail. Et du coup, avoir cette casquette salarié entrepreneur, comment tu gères ça? Bah après, c'est plutôt naturel dans le sens où c'est les mêmes actions que j'effectue en fait que dans mon activité salariée. En fait, chez Docunville, je suis responsable aussi de la partie BizDev, donc business développement. Donc au final, je m'y retrouve sur les deux. Au final, c'est le même métier, c'est-à-dire comment on va nouer des partenariats, comment on va bah, trouver des opportunités pour faire croître la structure. Donc au final, jongler avec les 2, j'ai envie de dire, ça va. Parce que c'est pas 2 métiers qui sont différents. Ouais, t'as pas eu besoin de faire une formation ou de changer de carrière, je vois. Et est-ce que à terme, t'as la volonté de, comment dire, devenir full entrepreneur ou tu veux garder cette double casquette? Comment tu vois ça, toi? Non, c'est vrai qu'après la volonté, moi, c'est vrai que aujourd'hui, pourquoi je continue aussi dans le salariat, c'est ça m'a beaucoup appris sur la partie bizdev, c'est-à-dire le business développement, c'est un aspect très important du développement d'une entreprise. C'est-à-dire tout ce que je disais au préalable, faire de la prospection, c'est-à-dire prendre son téléphone à froid, appeler quelqu'un, pitcher son produit, envoyer des mails, convaincre, closer, etc. Et aujourd'hui, c'est une compétence qui est essentielle et que j'ai pu beaucoup travailler au niveau de cette expérience professionnelle. Et l'idée, oui, bien sûr, à terme, pourquoi pas être à plein temps. Moi, je suis voilà sur l'activité bon à mi-temps, mais c'est un apprentissage, c'est-à-dire c'est un parcours. Et aujourd'hui, par exemple, je disais aujourd'hui, je suis directeur du développement du coup pour cette entreprise sur 17 pays d'Afrique subsaharienne. Ça m'apprend beaucoup sur la façon dont on présente le produit, on pénètre le marché, sur les pays cibles à targeter au début, sur comment implanter un réseau de distribution. Voilà, comment assurer une stratégie marketing pour développer le produit. Donc, au final, c'est vraiment du du pur plaisir parce que en fait, je le vois pas comme un emploi salarié parce que business developer, t'as beaucoup d'autonomie, t'es un peu comme un entrepreneur dans l'entreprise en fait. Donc Ouais, je vois. Tout à l'heure, tu m'as dit que t'étais parti en vacances en Martinique fin d'année 2022. Est-ce que tu devrais rentrer vivre là-bas définitivement un jour? oui, bien sûr, mon rêve, mais idéal, ce serait vraiment, ouais, je me dis, d'avoir sa petite maison, aux Antilles, sa petite maison peut-être en Afrique, au Bénin, faire la navette entre les 2. Mais après, c'est vrai que je suis un homme, je suis quelqu'un de très ouvert sur le monde. Me dire: «OK, oui, je veux venir vivre définitivement», non, l'idée serait vraiment peut-être 6 mois Martinique, 6 mois Afrique, profiter du meilleur des 2 mondes. Non, parce que ouais, aujourd'hui, ouais, ce serait plutôt mon approche, on va dire, du 50-50. Ok. Je vois que le Bénin, t'as kiffé de ouf, enfin, t'as adoré. Je pense que ça a changé ta vision sur beaucoup de choses. Ça se voit que enfin, tu portes le pays dans ton cœur, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Non, mais c'est cool. Enfin, alors, je t'ai dit honnêtement, déjà, ça faisait très longtemps que je voulais te contacter. Je suivais un peu ton aventure parce que j'ai vu d'aucune vie et tout quand tu t'es lancé sur les réseaux. Et je me suis dit, c'est ouf. Enfin, franchement, parce que, enfin, tu vois, genre, un Martiniquais au Bénin et tout en Afrique, je trouve que la symbolique, elle est forte. Je pense qu'on a besoin, enfin, on a besoin. Il y a, ouais, je pense qu'il y a nécessité à ce que on soit beaucoup plus à connecter avec l'Afrique et tout. Et moi, je kiffe, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais avoir ton retour, ton témoignage. Et du coup, ah oui, parce que du coup, j'ai une question. Et du coup, bon, je reviens sur le Bénin. Mais pourquoi vous avez fait, c'était prévu que vous fassiez que 2 ans ou vous voulez rester plus? Comment? Non, en fait, c'est aussi au gré des opportunités, pour 2 choses. C'est vrai que j'ai eu, bah, cette opportunité professionnelle et je me suis dit: «Ça va me permettre, bah, de connaître un peu plus l'Afrique en termes de» puisque moi, je suis un amoureux de sales et de business développement, comme vous avez pu le comprendre. Donc je me suis dit: «Ça va me permettre vraiment de rajouter des cordes à mon arc», mais aussi d'une certaine façon, ouais, se rapprocher un peu plus des acteurs de l'afro-food aussi qui sont sur la France, qui sont très présents, de la diaspora et tout. Et d'avoir aussi, ouais, c'est un autre regard. Donc, non, c'était pas prévu en soi, que 2 ans. C'est vraiment au gré des opportunités. Ouais. Opportunité. Ok, d'accord. Donc tu restes à l'écoute du marché, que ce soit Afrique, Antilles, France ou ailleurs. Si tu vois que ça peut servir comment dire, bah, la vision que tu as par rapport à Dokunvi, puis aussi par rapport à l'Afrique, t'es mobile, quoi. T'es pas fermé à bouger et tout. Bah oui, après, c'est vrai que je vais souvent quand même au travers de mes activités sur le continent. Donc, je suis souvent amené à faire des voyages là-bas, que ce soit Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, etc., puisque c'est dans mes fonctions. Donc, en fait, c'est vraiment un apprentissage, hein, c'est-à-dire qu'on continue de voir un peu comment, d'un point de vue commercial, biz dev, les choses se développent là-bas en termes d'économie. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cette vision de se dire qu'on est ouvert vraiment à toutes les opportunités, mais ça me permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de l'Afrique et du marché. Ouais. Ok, très bien. Et Dokunvi, ça veut dire quelque chose ou pas? Il y a une Oui, signification? en fond, ça veut dire enfant de la richesse. Ah, ok, trop bien. Non, mais, non, mais vous avez bien bossé le concept, quoi. Non, mais c'est ouf. Non, mais c'est vrai, enfin, je pense que, bon, forcément, il y a la richesse monétaire, mais aussi, je pense, la richesse culturelle et ouais, gastronomique, comme on l'a dit. Et je pense que, ouais, il y a tout ça à mettre en avant et à aller chercher. Parce que je voulais remonter aussi tout à l'heure quand t'as dit que, effectivement, il y a un marché de plusieurs milliards sur l'afro-food. Tu vois, on est sur comment dire, des recettes, des aliments qui viennent, bah, du pays, enfin, d'Afrique, des Antilles et tout. Et il y a pas de raison qu'on soit pas bénéficiaire de ça en termes économiques, tu vois? Enfin, c'est un peu comme, enfin, je vais faire le parallèle, mais par exemple, tu sais, je sais pas si tu suivi, mais tu sais, il y a un peu le débat sur le zouk et tout. Est-ce que maintenant le zouk il récupère des artistes pop, entre guillemets, que ce soit Aya Nakamura, Dadju, tout ça, et les Antillais, en tout cas, enfin les artistes antillais qui font du zouk bénéficient beaucoup moins en termes de visibilité. Et c'est un peu, c'est dommage, tu vois. Enfin, en tout cas, en termes de débat sur ça vient de chez toi, mais c'est pas toi qui bénéficie des retombées économiques, tu vois. Donc c'est dommage, tu Bah, vois. en fait, c'est un peu ça. Et quand tu prends, par exemple, aux Antilles, c'est beaucoup des produits phares antillais. Bon, on sait très bien, c'est pas des personnes de la communauté spécialement afro qui sont derrière. Et ça nous permet pas de créer quelque chose aussi qui m'est très cher, de la richesse générationnelle, comme d'autres peuvent le faire. Et c'est ça aujourd'hui qui manque, c'est-à-dire, OK, il y a une part du gâteau. Et je pense que tout le monde dans la communauté afro cherche aussi à obtenir des meilleures opportunités pour sa famille, pour les siens, pour ceux qui viennent après. C'est-à-dire que l'idée, tout le monde veut se développer, tout le monde cherche à améliorer. Chaque génération essaie d'améliorer la condition de la génération suivante. Et je pense que c'est aussi cette optique-là de se dire que d'un point de vue business, OK, il y a des choses à faire. Comment on s'organise? Pourquoi c'est d'autres qui doivent venir prendre ce qui vient de chez nous, le transformer, le valoriser et puis en faire quelque chose générateur de cash, quoi, tu vois. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Enfin, je pense que il faut pas avoir peur de cette vision et se dire que, comment dire? Parce que tu sais, peut-être des fois, souvent, on se plaint que oui, on n'est pas assez écouté, et cetera. Mais moi, je pense que même si c'est dur à entendre, mais on est dans un monde capitaliste et en fait, c'est ceux qui ont le pouvoir économique, c'est eux qui ont le pouvoir tout court, tu vois? Et bon, on aime ou pas cette vision, par rapport à l'écologie, tout ça, et cetera. Mais en attendant, c'est ça qui fait tourner le monde. Et si on veut que notre voix soit entendue,
bah, malheureusement, ça passe aussi par avoir cette puissance-là, tu vois. Parce que du coup, parce qu'en fait, c'est pas seulement être riche ou quoi, c'est en fait avoir un levier d'influence, de pouvoir imposer aussi tes règles et tout. Et ça passe par là, tu vois. Donc, de toute façon, on le voit bien. Enfin, tu sais, dans certains pays d'Afrique, t'as les certaines compagnies occidentales qui viennent et qui s'accaparent les ressources naturelles et ils donnent quelques millions comme ça à l'État, ils s'en fichent et ils respectent pas l'environnement. Mais c'est parce que on laisse faire, mais c'est aussi parce que derrière, bah, ils ont les moyens financiers d'imposer quelque part leurs lois sans que ils respectent les populations locales, tu vois. Donc non, non, faut pas avoir peur de ça, tu vois. Faut y aller. Non, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, tu as bien résumé, c'est-à-dire le pouvoir économique. Aujourd'hui, bon, je fais pas de politique, donc je vais pas venir sur les trucs, mais on se rend compte que dans certaines situations, bah, on a un pouvoir qui est pas très important. On n'a pas un pouvoir de prise de décision qui est vraiment important. Des fois, on subit un certain nombre d'actions, et des fois, c'est se dire aussi qu'avoir un pouvoir économique plus fort nous permettrait éventuellement d'imposer certaines décisions dans certains circuits. Et aujourd'hui, je pense que l'histoire l'a montré, c'est-à-dire beaucoup des gens qui arrivent à faire avancer leur communauté ou autre, c'est des gens qui ont un pouvoir économique derrière et qui peuvent dire, attends, là, on va dans la mauvaise direction, on va faire plutôt comme ça. Et t'as pas le choix. Et le deuxième élément, c'est le soft power, tu vois, qui est travaillé avec le branding justement. Comment, avec notre image de marque, on peut conquérir un peu le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis, tout le monde sait qu'avec leur soft power de puissance militaire, les McDo, etc., les films, ils ont un pouvoir sur les gens, sur le monde, sur la scène internationale qui est très important. Donc aujourd'hui, ok, c'est comment utiliser ces deux leviers-là, pouvoir économique et soft power, pour s'imposer un peu plus dans nos régions et de façon générale sur la scène internationale. Toi, tu penses que le branding peut éradiquer les clichés, entre guillemets? Bon, éradiquer, c'est un bien grand mot, parce qu'éradiquer, c'est en mode, il n'y a plus rien après. Non, mais le branding est là pour changer la perception des choses. C'est-à-dire que, et ça l'a prouvé par le passé, c'est-à-dire, on va modifier la perception que les gens ont de ce que nous faisons. Par exemple, tu prends l'exemple d'un McDonald's, c'est de la malbouffe. Mais pourtant, ça a été vendu comme un concept, voilà, qui est frais, tout le monde a accroché, avec le bon branding qu'il faut, avec la puissance américaine qui va bien. Mais c'est un peu ça, je pense que le branding peut permettre changer un peu l'ordre des choses. Et on l'observe aussi aujourd'hui, puisque même sur l'échiquier géopolitique mondial, on est en train de voir que voilà, il y a un basculement qui est en train de se faire. Mais ça aussi, souvent le branding joue un gros rôle dans ça. C'est-à-dire c'est une bataille de l'image, quoi. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas les plus gros, on est une petite île, mais demain, on va pouvoir imposer, par exemple, notre son dans un défilé de mode. Tu vois, je pense peut-être à une À artiste Maureen et locale, Mugler. voilà, très Ouais, tu peux connue. le dire, tu peux les citer, y a pas de Non, souci. mais c'est des choses, le branding, c'est comment on s'impose dans la tête des gens. Comment les gens, de façon pratique, par exemple, pensent à la Martinique. Aujourd'hui, une Maureen qui pète dans un défilé de mode. Ah, il y a une petite île qui s'appelle la Martinique. Ah ouais, tranquille. On le voit avec Rihanna. Un petit truc que Rihanna fait sur la Barbade. Ouais, voilà, tu vois, tout le monde est content. Il y a un sentiment de fierté. Tout de suite, tu penses à Rihanna. Mais comme elle est fière de son île, tu penses à la Barbade. Et c'est comment nous, et j'y tiens parce qu'aussi la Martinique, voilà, c'est une petite île, mais je pense qu'on regorge de talents, on regorge de trésors. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut placer notre île dans la tête des gens avec, je sais pas, notre musique, même le dancehall, on en parlait là, qui est en train d'exploser. Notre cuisine, le beau kit. Voilà, il y a des chefs, je pense, même antillais, je pense à David Drumeau qui avait ramené quand même le beau kit très loin, qui est installé désormais maintenant en Côte d'Ivoire, comme quoi. Donc non, je pense que le fait qu'on soit sur une île, donc le fait qu'on soit un peu pas éloigné du monde, mais ça nous impose à redoubler d'inventivité en termes de branding pour se faire remarquer pour de bonnes choses et ramener les gens chez nous aussi. Non, c'est super. Bah, franchement, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je pense que on a besoin aussi de cette vision sur le long terme, de mettre en place des stratégies pour permettre à nos communautés de s'élever en fait et d'utiliser les ressources qu'on a parce que souvent on veut peut-être soit on se complique la tâche, ou on veut chercher des concepts ailleurs, mais en vrai, on a déjà tout ce qu'il faut chez nous, et puis même on peut s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs pour, comme tu as dit, appliquer les stratégies qui marchent ailleurs chez nous. Du coup, bon là, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais j'ai encore quelques questions à te poser.
Enfin, des petites questions. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast? Bon, après, j'ai pu voir que ce podcast abordait vraiment des problématiques qui me tenaient à cœur, qui sont les problématiques de nos îles aux Antilles. Et je me suis dit aussi que ça peut être intéressant d'apporter un peu cette vision aussi de l'Afrique que j'ai pu avoir au travers de mon parcours. Parce qu'aujourd'hui aussi, aux Antilles, bon, on n'a pas forcément, tu vois, bon, j'espère, j'ai pas eu l'occasion de m'étaler et tout dans le podcast, mais apporter aussi un autre regard sur l'Afrique et sur la relation qu'un Antillais a pu nouer aussi avec un pays comme le Bénin. Et puis aussi pour dire que notre île, je parle de la Martinique, aujourd'hui, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que avec le branding aujourd'hui, l'insularité n'est pas un frein en fait. Aujourd'hui, on a Internet. Même quand j'étais du coup en Afrique, j'ai appris l'histoire d'un Martiniquais qui a revendu sa boîte à Zoom et qui est millionnaire, qui habite en Afrique du Sud. Des choses que je connaissais pas, tu vois. Mais ça me permet de dire que aujourd'hui, le fait d'être sur une île avec Internet aussi, on peut proposer autre chose au monde et voilà, avancer dans le bon sens et aller aussi sur des segments, aller prendre des parts de marché sur des segments sur lesquels on peut naturellement aller parce que d'autres segments de l'économie ont déjà été pris par d'autres, tu vois. Donc c'est un peu ça. Pour finir, si t'avais un message à passer au Martiniquais, lequel serait-il? D'explorer le monde, c'est vrai que moi j'aime beaucoup découvrir d'autres cultures, etc. C'est-à-dire que le monde est vaste. Aujourd'hui, de prendre aussi le temps d'aller découvrir d'autres cultures. Et puis aujourd'hui, c'est surtout que le digital, j'y reviens, apporte beaucoup d'opportunités pour nous. C'est-à-dire, on peut travailler en remote depuis la Martinique, on peut faire des choses depuis la Martinique grâce au digital, avec les crypto-monnaies, avec l'e-commerce, etc. Et qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça, de s'ouvrir sur le monde un maximum. Et puis, après, c'est aussi mon histoire personnelle de se reconnecter aussi avec une partie de l'Afrique. Je pense que, bon, c'est vrai que des fois, ça peut être un sujet qui est assez tabou chez nous, mais je pense que chacun peut trouver en l'Afrique une certaine part de vérité qui lui est propre. Aussi, pour le tourisme aussi, t'en discutais parce qu'il y a de très beaux paysages là-bas. Mais c'est aussi, en tout cas, moi, ça m'a servi. Ça peut peut-être servir à d'autres. Je n'ai pas la prétention de dire que ça servira à tout le monde, mais ouais, ce sera un peu ce message-là. Ok, super. Je te remercie beaucoup, Steven, pour cette interview. Franchement, j'ai adoré. Je savais que j'allais kiffer, mais ça s'est confirmé. Et voilà, j'espère que, chers auditeurs, vous avez apprécié. Voilà, je vous invite à retrouver l'épisode sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube également. Et me rejoindre sur les réseaux Dumptal Podcast. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup, Dokunvi? Du coup, sur www.dokunvi.com. Donc voilà, sur notre site internet, vous pouvez nous contacter directement. Si vous êtes un acteur de l'afro-food, n'hésitez pas à les contacter. Ils vont vous faire une stratégie aux petits oignons. Moi, j'ai vu le site, ça donne envie. Il vient d'en parler. Je suis pas dedans, mais si j'étais dedans, j'aurais demandé un coaching direct. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et merci encore, Steven. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, Dumptalk Podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace, Foss et un lot de soleil.